Eh bien, je vais commencer aujourd'hui par vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir boxeur ou boxeuse, si vous le voulez, puisque je suis une femme. Vous allez me dire, Caro, toi aussi. Mais oui, je vous assure que c'est la vérité. Parce que lorsque mes parents regardaient les combats de boxe à la télévision, mais on ne pouvait plus rien faire. Quand je leur pose des questions, mais papa, si, papa, non, Caro, reste tranquille, ne me dérange pas. Ce qui se passe à la télé, là, c'est trop important. Et là, je gobais tout ce qu'il me disait, je regardais aussi. Après, j'ai eu l'ingénieuse idée, je dis, attends, et si je devenais un boxeur? Comme ça, toute l'attention de mes parents serait focalisée sur moi. Mais bon, en grandissant, je me suis rendu compte que dans ce combat, dans ce sport, on prenait beaucoup de coups. Ben, c'est vrai, j'ai choisi finalement l'animation. On y prend des coups, hein, mais pas à la figure. Voilà. Mais je me sens bien parce qu'étant ici, dans ce studio, je peux recevoir tout le monde. Je peux recevoir des footballeurs, je peux recevoir des cinéastes, je peux recevoir des hommes politiques, des ministres, des présidents, pourquoi pas. Voilà, trêve de commentaires. Ça, c'était le passé. Eh bien, nous sommes au présent. Il est 12 h et c'est midi. C'est maintenant. Vendredi, c'est le feu, vendredi, c'est le show avec bien sûr le public de C'est midi. Et c'est aussi une équipe à ma droite, Jean-Michel Honor. Yep. Jean-Michel Honor. Bonjour Caroline. Oui. Bonjour et merci, hein, vous êtes trop sympa. Jimmy. J'ai envie d'être à votre place parce que vous envoyez trop d'ambiance les gars. Uh-huh. Encore une fois, on balance. Yeah. Il n'a pas touché. Oui. Et juste en face de Jean-Michel, il y a une policière. Vous la connaissez? C'est quelle policière, si vous le savez? Lynn Jabert, la policière de la mode. On l'applaudit très fort. Je vous salue le public, je te salue Caroline. Oui, ça, vraiment, on a la chérie. pêche, il y a de la bonne ambiance ici. Et moi, je voulais faire une spéciale dédicace parce que tu sais Caroline, il y a l'hiver en Côte d'Ivoire. C'est la saison des pluies, il pleut beaucoup, il fait froid. Voilà donc d'où la veste en cuir, vraiment spéciale dédicace à tous ceux qui craignent la pluie. Je suis avec vous. Et lui, sa dédicace sera adressée à qui? Mais pour l'instant, je ne sais pas, je vous demande de recevoir notre docteur en humour, docteur Philo. Merci. Ben, je vais super bien, public, je vais super bien, Caro, et puis toute la Caro gang ici. Et puis, comme un bon combattant, j'adore les finales. Parce que quand tu vas au combat et que c'est la finale, c'est quand tu as confiance en toi, tu es content. C'est quand tu n'as pas confiance en toi, tu dis, eh, c'est finale là aujourd'hui. Et moi, je suis content parce que je sais que je vais remporter ce combat. Ma dédicace va à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent, de tous les vivants, ceux qui aiment la vie, ceux qui savent la respecter, ceux qui savent la chérir. N'est-ce pas que la vie est plus qu'un trésor? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Vous savez, dans tous les métiers, il y a des risques. Dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Et aussi au football, eh bien, je vous donne tout de suite le thème du jour. Footballeur en première ligue, mes blessures ont failli mettre fin à ma carrière professionnelle. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Dr Philo. Il est très actif en ce moment. Il est prêt à vous dire ce qu'il en pense. Merci beaucoup. Merci public, Caro. Comme tu l'as dit, dans tout métier, il y a toujours des risques. Hein, mais c'est comme le championnat anglais, tout le monde le sait, c'est un championnat très difficile, surtout la première ligue. C'est un peu comme l'équivalent de nos intervillages ici. Là-bas, quand on tape sur tes os, si on t'a tapé les 12 heures, non, t'as tapé à 12 heures, la douleur, tu la ressens 3 jours après, à 13h27 minutes. Ça, c'est en Angleterre, on voit ça. Donc en Angleterre, c'est très difficile. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est que là où je me pose beaucoup de questions, notre invité
quel genre de blessure avait-il? Parce que heureusement qu'il y a failli qui n'est même pas un verbe, c'est une conjonction de subordination échappatoire. Tout le monde sait ça, donc il a échappé. Mais, voilà, merci beaucoup. Oui, conjonction, c'est des trucs qu'on a là à l'école. Et donc il a échappé. Et donc j'ai dit Dieu merci que voilà, sa carrière n'est pas à son terme, il continue de se traiter. Mais quel genre de blessure? Parce qu'il y a plusieurs formes de blessures. Est-ce sur le terrain de football, est-ce sur un ring, ou bien c'est une blessure clôture? Ça veut dire que tu as pris clôture de quelqu'un pour descendre pour aller chercher sa femme, on t'a attrapé là-bas. Ça aussi, ça peut exister. Voilà. Et puis, il y a aussi, quand vous regardez bien les matchs de football, c'est pas tout ce quand on chante les hymnes nationaux là, quand les gens mettent la main sur le cœur comme ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour l'amour de la patrie. Il y a d'autres qui ont groumé, sa mère dessus comme ça, salut, groumé, puis quand il coupe, j'ai jamais entendu la maladie du cœur, groumé. Oui, quand ça atteint son paroxysme, on parle de groumé. Là, c'est la plus groumé. Mais d'une philo, c'est la totale. Et même quand vous regardez le championnat français comme ça, quand vous voyez des joueurs qu'on blesse, quand ils s'élèvent, la trappe, c'est rien comme ça. Généralement, c'est ceux qui évoluent à Rennes. Donc, comme c'est des reins, eux, ils évoluent à Rennes, ils attrapent toujours leurs reins. Ça, c'est déjà vérifié. Mais une seule chose. Voilà. C'est que je voulais dire, peut-être que notre invité évolue en Angleterre, où le football est très difficile à jouer là-bas. Il y a beaucoup de joueurs ici, quand on dit va en Angleterre, ils disent je ne peux pas un football d'Angleterre. C'est pourquoi ils sont mieux payés que tous les autres footballeurs. Mais j'ai une solution pour notre invité. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de blessures. Il peut faire semblant comme Drogba Didier. Là, quand on te tape, c'est-à-dire on t'a tapé là, il n'y a rien, puis tu cries wow! L'arbitre siffle, et puis tu es en joie, tu es égayé. Philo, mais fais très attention. Pardon, arrête le massacre. Ok, Et voilà, comme chaque vendredi, nous avons notre micro-studio et la question. Connaissez-vous un footballeur professionnel dont la carrière a été brisée par une blessure? Je me dirige de ce côté-ci pour poser la question à Nyawa Barbara. Vous connaissez un footballeur professionnel dont la carrière a été brisée par une blessure? Oui, je pense connaître un footballeur dont la carrière a été interrompue par une blessure. Je fais allusion à Aruna Kone. Aruna Kone? Oui. Vous pensez que c'est terminé, totalement terminé pour lui ou Je crois. Que c'est totalement terminé pour lui? Oui. Oh là là, s'il nous entend, il risque de se fâcher. Bon, on verra. Merci. Alors, Liaison Marius, la même question vous est adressée. Je pense comme ça au footballeur brésilien Ronaldo. Ronaldo? Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, mesdames et messieurs, notre invité témoin est un brillant joueur. Il fait partie de notre équipe nationale et c'est le numéro 9. Je vais vous demander de vous lever pour applaudir Aruna Kone. Aruna Kone, qui nous rejoint sur le plateau. Nous avons la chance d'avoir un public formidable ici à ce midi. Alors, Aruna Kone, il faut le dire, est à Everton depuis 2 ans. J'étais d'abord à Wigan et j'ai fait une saison là. On a même pris la Coupe d'Angleterre. Et après, j'ai été transféré à Everton, donc il y a 2 ans. Mais bon, je n'ai pas eu la chance de bien m'exprimer par rapport à une blessure, mais bon. D'accord. Avant d'en arriver donc à la blessure, moi je voudrais savoir comment est-ce qu'Aruna est devenu footballeur? Bon, l'histoire c'est quasiment comme les autres professionnels. Hein. On a tous commencé dans la rue. Quand je partais à l'école primaire, on jouait toujours les maracanans de rue. On jouait les interquartiers et c'est comme ça que j'ai intégré des centres de formation à Abobo. Et après, j'ai été contacté par le centre de formation de mon père spirituel, Amilou Silla, à Niamey. Et c'est comme ça que j'ai intégré ce centre-là. J'ai fait 2-3 ans de formation et j'ai été contacté par un club belge. Ils ont envoyé des recruteurs. Et quand ils m'ont vu jouer, c'est comme ça que je suis un Vous étiez trop fort.
Non, pas vraiment. Vous étiez bon. J'exagère un peu. Non, mais bon, je vais dire que ce jour-là, j'étais bon. Et voilà, ils ont vu que je pouvais rentrer dans le système de leur club. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus avec mon président. Et je suis parti. Et c'est de là que ma carrière a commencé. Peut-être que par modestie, vous ne direz pas que non, franchement, j'étais bon, j'étais fort. Mais je crois que vous l'étiez, puisque en 2004, vous êtes coopté pour jouer à l'équipe nationale, ici dans votre pays. Et là, c'est quoi votre réaction lorsque vous avez l'information? J'étais là, je me souviens encore comme si c'était hier. Bon, d'abord, j'ai joué à l'équipe nationale junior avec les Yaya Touré, les Roumari. On a joué même la première Coupe du Monde junior de la Côte d'Ivoire. C'était aux Émirats. Et comme ça, j'étais à Roda, aux Pays-Bas, et l'entraîneur m'appelle dans son bureau. Je pensais même qu'il y avait quelque chose, qu'il allait m'engueuler peut-être. Et j'arrive, il me tend une convocation, il dit, bon, voilà, tu sais c'est quoi? J'ai dit non. Il me tend la feuille, je regarde, il dit c'est la convocation de l'équipe nationale. Il me tend la main, il dit félicitations. Je me suis retenu, je ne croyais même pas. Je sors. C'était trop beau pour être vrai. Je vais, je me cache, je regarde la feuille. Je vois que c'est mon nom. Et j'ai plié la feuille, je suis arrivé à la maison. J'ai crié tellement. Arrivé à la maison, Il a crié j'ai dit, bon voilà, je suis arrivé. Et c'est comme si c'était un rêve. Quand je jouais là, c'était déjà mon rêve de jouer à l'équipe nationale. Ouais. Ah, Boubou, les cris encore. Ah non. Et pour parler donc de blessures, à quel moment la première véritable blessure intervient? C'était en 2008, après la CAN au Ghana. Après la CAN, il y a eu un match amical contre la Guinée. C'était à Paris. Et comme par hasard, même j'ai hésité même avant de partir à ce match-là parce que physiquement, je n'étais pas trop au point. Mais bon, nous sommes comme des militaires, quand on nous appelle, il faut répondre. Donc je suis allé. Et c'est comme ça, lors de ce match, j'ai fait un geste technique qui a été fatal pour moi. Je me suis blessé. C'était ma première grave blessure. Et là, le médecin était tellement choqué. Et moi, je ne comprenais même pas. Je me suis blessé et ils m'ont envoyé à l'hôpital le lendemain, le médecin de l'équipe nationale. J'ai fait les examens et on sort, on vient, on nous annonce comme ça, on dit c'est un ligament croisé. Moi, je n'avais jamais entendu ligament croisé. Et le médecin qui était là, qui coulait des larmes à ma place. Oh là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? On sort et il m'explique. Alors là, et qu'est-ce que vous disiez? C'est fini, c'est terminé pour moi? J'étais là, c'est comme si on m'avait ensommé. Je ne croyais même pas. Et il m'a dit de me calmer. Et je suis retourné au club. Et quand je suis arrivé au club, c'était encore plus dur. Parce là, que vous avez mis combien de temps sur le carreau? J'ai fait pratiquement 8 mois. 8 mois. Ouais. Parce que la rééducation dure 6 mois de préparation. Après, on te donne encore 2 mois d'effort physique avant de commencer à jouer les matchs. Et donc, après cela, il y a eu encore d'autres blessures? Oui, j'ai eu cette blessure 2 fois. Et ça, la deuxième fois, c'était... Pas au même pied? Hein? Le même pied. Oh. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous motive à revenir toujours? Moi, Parce que le même pied qui se blesse 2 fois et la même blessure... La même blessure. Déjà, la première fois, le médecin coule des larmes. Ouais. Généralement, ils se retiennent. Hein? Mais là, la première, j'avoue que la première était plus difficile parce que c'était ma première fois. Et j'étais vraiment à une période où j'étais en train de monter en puissance. Et là, je me blesse, c'était vraiment difficile. Mais la deuxième fois, j'ai pris ça avec la foi et je me suis dit, bon, j'ai déjà vécu une histoire comme ça, donc c'est à peu près la même chose. Et la dernière blessure, elle a été aussi très dure. Oui. Parce que là, depuis plus d'1 an, vous là, ne jouez pas. Là, j'ai fait quasiment 13 mois dehors. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et là, c'était à quelle occasion? Et là, c'était même pas un match à l'entraînement. Oui, un collègue. Ouais. 13 mois, ça c'est des milliers, il perd comme ça. Non, je mets même place à place.
Et là, c'était vraiment difficile. Je venais à peine de signer et j'ai fait 5 mois quand le championnat a commencé. Et là, je me blesse à l'entraînement. Et c'était vraiment un coup difficile. Et ça, vous voyez sur ces images-là, c'était vraiment difficile. 13 mois hors des terrains, c'est comme si le monde te tombait dessus. Et pendant ces 13 mois, bien évidemment, puisque vous étiez blessé et que vous étiez inapte, vous n'avez pas pu participer à la dernière CAN qui a vu donc la qualification des éléphants. Ouais. C'était quoi les idées qui vous traversaient l'esprit et les sentiments qui vous animaient? J'avoue que c'était une période vraiment difficile que j'ai traversée parce que là, j'avais fait un programme pour tomber juste avant la qualification de ces cannes. Mais on n'a pas eu assez de temps. Au moment que j'ai commencé à jouer, début janvier et tout ça, c'était déjà proche. Et l'entraîneur avait déjà fait la liste. Et quand j'ai su que je n'allais pas pouvoir partir, et là, c'était vraiment difficile. Je me suis dit, bon. Est-ce que c'était encore plus difficile au fur et à mesure que vous voyez les éléphants avancer? Non, mais c'était... Ils passent le cap des quarts de finale, la demi-finale, ils se retrouvent en finale. Tu t'es dit, mais tu pouvais être là. Et nous, depuis déjà 2004, avec Didier Drogba et tout ça, on s'est investi à fond. On a joué quoi, 2 finales, on n'a pas eu. Et là, on se disait forcément, s'il y a une troisième, on va la prendre. Ça sera la meilleure. Ouais, ça sera la meilleure. Et à chaque fois qu'ils passaient les tours, je priais pour eux parce que, quoi qu'on dise, que ce soit de près ou de loin, nous avons tous participé à cette victoire. Ça, c'est clair. Victoire que nous continuons de savourer jusqu'à aujourd'hui. Jean-Michel. Aruna, tout à l'heure, tu as sorti une expression très forte. Tu as dit ton mental était tué complètement. Comment est-ce que de façon pratique, tu t'organises pour te relever psychologiquement quand tu traverses des moments aussi douloureux, aussi chaotiques? Non, je pensais beaucoup à ma famille parce qu'un homme, il faut savoir d'où il vient. Et moi, à chaque fois, j'étais assis, je coulais des larmes. D'abord, ma première blessure, quand je suis arrivé, je ne savais même pas, je ne connaissais rien de cette blessure-là. Je suis arrivé, après l'opération, 2 jours après, le médecin me dit, bon, tu sors aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi? J'avais encore mal. Il dit, mais la rééducation commence aujourd'hui. Commencer? Je n'arrive même pas à marcher. Il dit, oui. C'est comme ça qu'on m'a déporté au centre de rééducation. Et là, le physio me fait asseoir. Il me dit, bon, essaie de tendre une de tes jambes comme ça. La jambe droite qui n'était pas blessée, bien sûr, j'ai fait ça facilement. Et l'autre jambe qui était là, je tends ma jambe et je me concentre, je n'arrive même pas à soulever. Et là, j'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, mais c'est fini. Attends, pour quelqu'un qui passe son temps à jouer, aujourd'hui, je n'arrive même pas à soulever ma jambe. Et j'ai coulé les larmes, il m'a dit, non, ça va passer. Vous avez parlé tout à l'heure de votre famille. On avait donc l'image, on a la photo de votre maman qui vous a beaucoup soutenu dans votre carrière. Je suis sûre que c'est à elle que vous pensiez en premier. C'est vrai. Et à chaque fois, elle m'appelait et elle n'arrêtait pas de pleurer. Et c'est grâce à elle-même que je me suis remis parce qu'à chaque fois, elle voulait se rassurer que je continue de garder cette foi-là. Parce que c'est un moment difficile, il y a des gens qui vont toujours t'appeler. Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont à la... Non. Elle me disait toujours, reste sur ta foi. C'est Dieu qui a fait que tu t'es blessé et c'est lui seul qui a la solution. Qui va te rétablir, voilà. C'est très bien dit. Et aujourd'hui, Aruna Koné, qu'est-ce qu'il en est de votre santé? Il y a quelqu'un qui nous disait à l'instant dans le micro-studio, non, sa carrière a été stoppée. Un faux ou un tox? Non, je vais vous rassurer qu'Aruna va très bien. Wow. Voilà. Aruna, en tout cas, vraiment, on te remercie. C'est une très belle leçon que tu nous donnes. Voilà, malgré les blessures, tu finis toujours par te relever et tu as toujours le courage et le mental pour retourner sur le terrain. Merci encore d'être venu rendre ce témoignage. Ça nous fait plaisir de recevoir des stars en invité témoin sur ce plateau. Aïe. Woo!
c'est vendredi et vous attendez certainement ce moment public. On ne va pas s'asseoir, on va se lever. Bien évidemment, aujourd'hui c'est vendredi et on fait le show. Et oui, 1986 et 1987 resteront à jamais gravés dans sa mémoire puisqu'il a été champion de Côte d'Ivoire et champion de France. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir avec des ovations bien énergiques notre champion du jour. Lui, c'est Ange Gobé Alou que je vous demande d'applaudir. Sur le plateau de Saint-Louis, on est content. Installez-vous. Gobé Alou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, public. Eh bien, si vous arrivez à la maison, demandez à vos parents, papa ou maman, qui était Gobé Alou? Ils vont vous dire, mon petit. C'est la légende vivante de la boxe en Côte d'Ivoire. Gobé Alou. Gobé Alou, bonjour. Bonjour. Et on est toujours aussi fiers de vous. On est content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Franchement, au départ, je ne m'attendais pas à vous voir aussi frais. Je suis étonnée. Oui. Vous êtes jeune. Ah, jeune. Je ne vois pas les rides. Octogénaire. Sans blague. Vous êtes octogénaire? Non. En tout cas, merci beaucoup. Et vous le savez, je le disais à l'introduction que je voulais faire la boxe parce que mes parents regardaient les combats de boxe avec passion à la télé. Mais après, je me suis rendu compte que vraiment, on y prend beaucoup de coups. Vous confirmez, c'est difficile la boxe? Alors, je confirme que la boxe, c'est le sport, un des sports le plus difficile, le plus dangereux. Les plus dangereux, hein? Oui. D'accord. Alors, pour la petite information, sachez que Gobé Alou, c'est 42 matchs professionnels, 12 victoires avant la limite, 1 match nul, 5 défaites et 24 victoires au point. Gobé Alou. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, tapez tout simplement Jean-Michel Ona, suivi de la touche bio décalée, puis écoutez attentivement. La bio décalée, c'est tout de suite. La bio décalée. On y va. Nous sommes en 1970. Un adolescent de 16 ans se tient au milieu de 4 bâtons, reliés par des cordes. Ses bras sont enroulés par les pagnes de sa mère. Et il s'entraîne à ressembler à Cassius Clay, son idole qu'il vient de découvrir à la télévision. Il deviendra bien sûr un grand champion. Oui, c'est lui, le grand Gobé Alou Ange. Né à Saïwa, le 11 mars 1954, dans le village de Nankiayo, 4e d'une famille de 7 enfants, dans le village de Nankiayo, bien sûr, eh bien, Alou a fait ses classes à l'école primaire de Saïwa et au collège catholique de Daloa, où il mit un terme à ses études en classe de 3e. Suite à quelques années d'oisiveté, occupé à faire le petit magicien pour la poche, il va au camp Gallieni s'inscrire au club de boxe de Rabé Raoul, surnommé le Cocotier, qui a coaché des jeunes garçons devenus champions d'Afrique, tels que Basile Laurent, Tiga Tapsoba, C.A. Robinson. Alou deviendra boxeur professionnel en 1979, catégorie poids lourd. Pour évoluer, c'est vers la France qu'il choisit de s'envoler. En 1983, rejoindre l'écurie la plus en vue de l'époque, celle de Jean Bretonnel. En 16 ans de carrière professionnelle, 42 combats, 5 défaites seulement. 5 défaites. Et 36 victoires impressionnantes. Gobé Alou s'est illustré comme l'un des boxeurs les plus imposants de l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Jamais. Décryptage de son nom. Gobé Alou Ange. Et nous en ressortons bang, un mot anglais qui signifie cogner, frapper ou coup violent. All, tout, tous.
Ensuite, J, qui est une exclamation de surprise en anglais. Et pour terminer, oh. Allez, premier round, bang. Gobé Alou était vraiment né pour donner des coups. 1m88, 94 kg, taillé pour exploser ses concurrents. Juin 1986, grâce à une victoire sur le grand Marc Giton, il est sacré, écoutez bien, champion de France de boxe. Deuxième round. Ce qui a renforcé la renommée de Gobé Alou, c'est aussi le fait qu'il ait battu de sérieux adversaires de toutes les races. Parmi eux, l'Allemand Thomas Klassen, l'Américain Marvin Johnson. En 1985, il a même dégonflé le champion d'Europe de boxe, Franck Bruno, sur arrêt de l'arbitre de 5e round. Troisième round. G. L'art de la surprise, c'est justement la force de Gobé Alou. Boxeur imprévisible, il aime étourdir ses adversaires et ensuite les battre à l'improviste. Tiens, par exemple, en juillet 1987, lors d'un match de boxe très médiatisé en Côte d'Ivoire, le formidable Mari Konaté, considéré à l'époque comme le Mike Tyson africain, face à la puissance de frappe de Gobé Alou, a été contraint d'abandonner au 4e round. Et ce, à la surprise même du président Félix Houphouët-Boigny. 4e round, pour terminer. Lorsqu'un Ivoirien te dit « Oh », c'est que ce que tu viens de lui apprendre, le choc. Oh. Malgré sa victoire sur Mari Konaté, Gobé Alou n'a jamais reçu sa ceinture de champion de boxe de Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour. Oh. 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 Pourtant, ce jour-là, la ceinture était bien sur la table des officiels. Oh. Oh. J'abandonne aussi au 4e round pour reconnaître, que dis-je, au 4e mot, pour avouer que Gobé Alou est un boxeur rare qui a vaincu non seulement ses adversaires, mais aussi ses frustrations et surtout qui a vaincu le temps pour rester toujours en bonne forme, toujours grand et donc digne de tous nos hommages. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh oui, c'est un champion. Alors, Gobé Alou, c'était donc la bio décalée. On a essayé de retracer en quelques mots, en quelques phrases, votre parcours. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, rien à dire. Rien à dire. Rien à dire, parce que c'est du vrai et du sérieux. Qu'est-ce qui faisait la différence entre vous et les autres boxeurs? Moi, je suis rigolo. Rigolo. Oui. On vous appelait le boxeur aux déclarations tapageuses. Les journalistes m'ont surnommé l'homme aux déclarations tapageuses, mais ce n'est pas de ma faute. De façon pratique, comment ça se passait? Quand on me tend le micro, moi je parle. Oui, bien sûr. Et je parle ce que je pense. Ben, voilà. Et puis il est influencé. Parce que je lui dis, toi, c'est fini, tu es mal parti. Et la preuve, je vous assure qu'il bouge vraiment